raconte. Christophe Ondelatte. En 2009, Yves Bureau est un père de famille de 56 ans, un gars sans histoire. Serviable, conseiller municipal de son village de Verdon, en Dordogne. Un type normal. Sauf qu'un jour, le type normal tue une femme qui s'appelle Edith Mur, et dans la foulée, il l'éviscère, et il démembre son corps. Et tout ça, sans mobile. Yves Bureau n'a jamais expliqué son passage à l'acte. Mais la minutie de son dépeçage a beaucoup intrigué la juge, le légiste et le psychiatre. Et si ça n'était pas sa première fois? Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction d'Yves Bureau. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. 10 septembre 2009, à la gendarmerie de Bergerac, en Dordogne. Gendarmerie, j'écoute. Monsieur, ma femme a disparu. Je l'attendais à l'auberge, elle devait me rejoindre à pied en passant par le bois de Verdon, comme elle fait d'habitude. Et elle n'est jamais arrivée. Et c'est pas du tout dans ses habitudes. Faites quelque chose, s'il vous plaît, je vous en supplie. Elle s'appelle Edith. Edith Mur. Elle est allemande. Elle a 68 ans. Les gendarmes ratissent les alentours. Et très vite, ils retrouvent le chapeau d'Edith Mur, plein de sang. Le lendemain, un voisin qui s'appelle Yves Bureau conduit spontanément les gendarmes dans un champ de maïs. Il vient, dit-il, de retrouver le cadavre en morceaux d'Edith Mur. Le village de 50 habitants à peine est sous le champ. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Monsieur Bureau, que pouvez-vous nous dire sur ce cadavre de dame retrouvé sur une parcelle de maïs près de chez vous? Je ne l'ai pas tué, ni découpé. L'histoire est folle, mais il faut me croire. J'étais sur le chemin au Mazadès, j'avais envie de pisser, cette foutue prostate. Alors je suis allé à l'arrière de ma voiture et je me suis soulagé. Et c'est là que j'ai vu le cadavre, en plusieurs morceaux de cette dame allemande. Et donc vous l'avez déplacé? Non, c'est pas ça. Au même moment, il y a un scooter qui est passé. Je me suis dit que si on découvrait le cadavre, je serais accusé. Alors j'ai embarqué les morceaux dans mon coffre et je les ai mis dans des sacs d'engrais et j'ai tout jeté dans une mare près de chez moi. Mais j'avais un doute que cet endroit soit une bonne cachette. Alors, le lendemain, j'ai sorti tous les sacs de l'eau et voilà, je les ai dispersés dans le champ de maïs. Mais vous pensez vraiment que je vais croire à ça, monsieur? Ce sont des foutaises. C'est impossible. Le juge va vous mettre en prison directe. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Dans ce type d'affaires, on a un rôle un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter des éléments sur le profil de l'auteur, dans quel état d'esprit et dans quelles conditions l'auteur a pu réaliser ce démembrement et surtout pourquoi. Docteur Larbi Benali, médecin légiste. On est bien sûr en face d'un corps qui n'a rien de routinier, et on sait que de toute façon, une autopsie de ce type prend plus de 10 heures à peu près. Une autopsie classique, on va dire en routine, nous prend environ 1h15, 1h30.
toute la découpe, toutes les berges de section de ce corps ont été faites en post-mortem, c'est-à-dire après la mort de Madame Mur. Or, on retrouve sur la main droite le troisième doigt, c'est-à-dire le médius, qui est amputé, et il est amputé de façon certaine en antémortem, c'est-à-dire qu'il a été coupé alors que Madame Mur était encore vivante. Alors je vais utiliser peut-être un terme qui n'est pas très adapté, mais on a l'impression qu'il a été découpé selon les techniques de découpe de volaille, par exemple. On a des quartiers, en fait. On a des quartiers de corps. On voit qu'il y a eu ce que l'on appelle des amputations offensives. Ce sont des découpes de parties du corps. Alors là, en l'occurrence, les régions mammaires, donc les seins ont été extraits, ont été découpés, les deux seins. On a également toute la partie génitale, donc le pubis, la vulve, et également une partie de la région anale qui ont été également extraits, qui ont été découpés de façon spécifique. Donc on appelle ça des amputations offensives par opposition aux amputations défensives. Les amputations défensives, c'est ce que va faire un auteur pour essayer de limiter l'identification du cadavre. C'est-à-dire, par exemple, c'est enlever les pulpes des doigts pour pas qu'il y ait, par exemple, une identification par le biais des empreintes digitales. Mais là, on a ces régions mammaires donc, qui sont ôtées. On a la région génito-anale, donc d'emblée, sur ce type de démembrement, on est probablement sur un mobile avec un symbolisme sexuel. Le corps a été découpé, séparé de façon organisée. Sa main n'a jamais tremblé. J'avais utilisé le terme de méthodologie élaborée et d'une technique maîtrisée avec un appui matériel adapté. L'élément important, c'est qu'il y a des mutilations offensives, donc dites non pragmatiques, et qui sont chronophages. Ça prend du temps de découper la région génitale, de découper les seins, de découper certaines autres parties qui n'ont pas d'utilité particulière dans la dissimulation. Donc, c'est un élément à prendre en compte en termes d'environnement de la découpe. Cela a été fait dans un endroit préservé où l'auteur a été tranquille. Là, on sent dans ce schéma de découpe qu'il a pu prendre le temps qu'il voulait, en tout cas qu'il était dans un endroit préservé, tranquille, à l'abri de personnes extérieures, et qu'il a pu dérouler son schéma de découpe comme il le souhaitait. Et on a surtout ce qui va faire basculer pour moi l'enquête. On s'aperçoit que 2 organes ont fait l'objet d'un traitement, on va dire, vraiment spécifique. C'est la vessie. On s'aperçoit qu'il y a des incisions, des coups de couteau dans la vessie, donc, qui visaient à vider la vessie. C'est-à-dire à ce que l'urine, en fait, sorte du corps et de la vessie. Pourquoi une personne qui est en train de démembrer un cadavre pour le dissimuler, pourquoi est-ce qu'il s'embête à vider la vessie et à extraire l'urine? L'autre organe, donc qui n'est pas très loin, c'est le rectum. Il a été découpé, on voit sectionné sur environ 10 ou 15 cm. La conclusion, c'est qu'on a un auteur qui est probablement chasseur, parce que vider la vessie, nettoyer le rectum ou le découper, ce sont des techniques qui sont utilisées par les chasseurs pour éviter au gibier, en fait, d'être pollué par les matières fécales et également par l'urine. Le cadavre de Madame Mur a été traité
comme un gibier par une personne qui connaît les techniques de chasse. On peut penser que c'était un mode opératoire bien ficelé et qu'il a pu servir pour d'autres victimes. Bureau a 58 ans et 2 enfants. C'est un homme sans histoire, sans casier judiciaire. Il n'a pas du tout le profil d'un démembreur. Et après avoir stupéfait les gendarmes, il va aussi dérouter les experts psychiatres. On était 2 experts et à l'époque, moi-même, je n'étais pas expert national et l'expert qui avait été nommé avec moi était un expert national, le docteur Chanceau, qui était extrêmement expérimenté et qui, d'abord, quand je lui en ai parlé, il n'avait pas encore rencontré le personnage. Je dirais, il banalisait un peu en me disant des découpeurs, j'en ai déjà vu. Et moi, je lui disais, mais monsieur Chanceau, vous verrez, il est différent. Docteur Jacques Bertrand, expert psychiatre. Et une fois qu'il a rencontré, il était d'accord avec moi, c'était quelque chose que même lui, en peut-être 40 ans d'expérience, il n'avait jamais vu. C'est un monsieur extrêmement banal qui a travaillé dans une poudrerie d'abord. Il a été mis à la retraite à cause de l'amiante. Et à sa retraite, il a repris l'exploitation familiale. Il ne pose aucun problème. C'est pas un être qui est conflictuel. Il est un peu secret, renfermé, mais il n'y a rien qui dépasse, quoi, en quelque sorte. Code P30. Expertise psychiatrique des docteurs Chanceau et Bertrand. Bureau est extrêmement théâtral, labile dans l'expression de ses émotions, avec une dominante de pleurs relatifs et essentiellement à son auto-apitoiement. Il tient à garder la maîtrise de l'entretien, livrant dans ses réponses force détails inutiles en opérant des réponses à côté qui l'illustrent d'anecdotes ayant fort peu ou rien à voir avec les questions posées. C'est un personnage jovial, paradoxal et faisant de l'humour noir, quoi, il faut le dire, quoi, malgré l'horreur des faits, puisqu'il tenait un discours absolument déconcertant. Alors, un exemple, c'est quand on l'a vu avec le docteur Chanceau à la maison d'arrêt de Périgueux. Le docteur Chanceau lui dit « Monsieur Bureau, il ne doit pas y en avoir beaucoup des gens comme vous qui ont découpé des femmes à Périgueux. » Alors, Bureau prend un air satisfait, il sourit, vous croyez ? Alors, Chanceau, rentrant dans le jeu, lui dit « Je pense que vous êtes le seul, hein ?» Et Bureau fait « Oh, j'en doute fort », ça c'était son expression. Et puis Chanceau continue, il lui dit « Vous n'en auriez pas découpé d'autres par hasard, monsieur Bureau ?» Et il répond avec un sourire « Oh, j'en doute fort !» Et Chanceau, lui, était tout à fait convaincu qu'elle n'était pas la seule victime. Il est constamment dans la manipulation, il joue au chat et à la souris, hein, constamment. Et bien sûr, il est pervers. Pour la première fois, le procureur de Périgueux s'est exprimé ce matin sur le meurtre d'Édith Mur, quelques jours après la première audition d'Yves Bureau devant les 2 juges d'instruction. Ce jour-là, ce dernier livre son énième version des faits. Le 10 septembre, il découvre le cadavre d'Édith Mur. Et comme il a touché un bout de bois près du corps, il a peur d'être accusé. Il va donc faire disparaître le cadavre. Un récit qui se rajoute à ceux déjà formulés en garde à vue. Il a été entendu à 8 reprises et il a donné pas moins de 5 versions divergentes et différentes.
Alors ça change sans arrêt. De la même façon qu'il a découpé le corps de la victime, il découpe son discours, il donne des versions différentes, les pièces du puzzle ne s'articulent pas, il énonce quelque chose, il revient sur ses dires, et par contre il n'avoue jamais qu'il a tué la victime. C'est un espèce de jeu de piste et puis là c'est la star, quoi, parce que lui qui était quand même quelqu'un, il faut le dire, d'insignifiant, hein. Enfin, je dis ça, c'est pas une critique, mais enfin c'est socialement, il était quand même dominé un petit peu par tout le monde, au moins extérieurement. Alors là, il devenait la star, quoi, parce qu'il intriguait, il passionnait les experts, il passionnait la magistrate aussi bien qu'il l'agaçait également, mais je dirais qu'il sidérait tout le monde, quoi. Ce qui fait qu'il occupait l'avant de la scène. Code B154. Expertise psychiatrique des docteurs Chanceau et Bertrand. Yves Bureau a souffert longtemps d'une blessure narcissique, alors qu'aujourd'hui, grâce à la présente affaire, son narcissisme est triomphant. Il intéresse les policiers, les magistrats, les experts et se trouve médiatisé. Au demeurant, son narcissisme a débuté dans la blessure. Il nous dit: mon père, il était très très dur. J'ai pas su, comme mes frères, m'écarter. Je disais rien, je gardais tout sur moi. Il m'a toujours traité plus bas que terre. J'étais un bon à rien. Comment s'est passée votre enfance avec vos parents, monsieur Bureau? J'aime pas trop en parler, docteur. J'en parle pas souvent. Mon père était très dur. Il faisait du béton. À la sortie de l'école, quand j'étais jeune adolescent, je devais l'aider. Et si je l'aidais pas, je prenais des coups de fouet. Ma mère, elle était très gentille. Et je rêvais de quitter la maison quand mon père était violent, mais je l'ai jamais fait. Et un père qu'il décrit comme une espèce de tyran domestique, enfin, quelqu'un qui, au moins, lui, l'écrasait complètement. Et à la fois, son père représentait pour lui un objet d'étayage, et c'était son pilier, quoi. Il était un peu perdu sans son père. Et c'est au décès de son père, d'ailleurs, quelques mois après, hein, que cette affaire s'est déclenchée. Comme si, finalement, jusque-là, il avait été tenu en laisse par le père, et que là, il s'est libéré. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. Un an après la découverte des restes du corps découpé d'Édith Mur, la juge d'instruction organise une reconstitution. Et Yves Bureau accepte d'y participer. Mais il ne reconnaît toujours pas le meurtre. Il soutient maintenant qu'il a seulement découpé le cadavre. Il soutient qu'il n'a jamais tué Mme Mur. Maître Jean-François Capoul, avocat d'Yves Bureau. Il y a des zones d'ombre qu'il faut incontestablement éclaircir et on ne sait pas si la reconstitution, justement, permettra d'avancer un petit peu dans ce dossier. C'était quand même extraordinaire, parce que d'abord, il faisait très beau, le coin est magnifique, hein. Docteur Jacques Bertrand, expert psychiatre. Une minuscule route de campagne et puis un chemin qui monte là dans une colline. On a dit comment il a pu se passer un truc aussi abominable dans un endroit aussi paisible. Là, il y avait un contraste. Et puis Bureau est arrivé. Avec un morceau de papier qu'il a roulé. Madame Opie, la juge d'instruction, lui dit qu'est-ce que c'est, monsieur Bureau, qu'est-ce que vous avez avec ce papier? Il lui répond, vous inquiétez pas, c'est pas un explosif.
Et il ne quitte pas ce papier des mains et il s'en sert un peu, on a l'impression, comme un chef d'orchestre tient sa baguette, quoi, parce qu'il orchestre tout. Il dit au photographe, non, non, votre trépied, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. Il prend plaisir, il dit à la magistrate « Je vous prie de me laisser finir ma phrase ». Elle lui dit qu'il faut qu'il parcourt un itinéraire, il dit « Je ne suis pas d'accord parce que moi j'étais manger une graine de tournesol là-bas, donc je vais aller manger ma graine de tournesol d'abord ». Et il la mange, il en prend une et il la mange. Il y a toute une mise en scène, un aspect ludique, un aspect où il complexifie les choses, où il donne des détails parfaitement inutiles et il le fait avec une grande obstination. Moi je lui pose une question, il me dit mais arrêtez avec vos questions, vous allez tout faire foirer. Alors la juge d'instruction lui dit mais qu'est-ce que c'est monsieur Bureau une reconstitution réussie? Le tableau qui domine, c'est l'hystérie, hein. C'est le fait d'être en scène. Là, c'était pour lui, c'était extraordinaire, quoi. Parce qu'il y avait quand même tout un tas de monde, là. Et tout le monde était, les yeux rivés sur lui, c'était lui la vedette, quoi. Et donc, il en profitait. Ça lui plaisait. J'avais l'impression que c'était un peu son moment de gloire. Docteur Larbi Benali, médecin légiste. Qu'il était très content déjà de savoir et de connaître des détails, bien sûr, de l'assassinat de Madame Mure, connaître tous les détails et voir que tous les techniciens que l'on était là, en tout cas qui étaient présents, on se posait encore des questions techniques sur le lieu où avait pu avoir lieu le démembrement. Et il en tirait une certaine crânerie, j'ai envie de dire, lui à connaître parfaitement tout ce qui s'était passé, et nous à être des pauvres petits techniciens qui essayaient de comprendre. Les légistes sont formels, le doigt a été découpé sur une personne vivante. Ça, on en est sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est la remarque qu'a fait un des légistes en disant que les traits de découpe du corps étaient extrêmement précis, qui n'ont pas été faits par quelqu'un d'ému. C'est chirurgical, quoi. Au moment de la découpe du corps, il a été, je dirais, aussi technique et froid que doit l'être un chirurgien. Et le légiste concluait son rapport en disant que ça témoignait d'une grande habitude de la découpe de corps d'animaux ou d'êtres humains. C'est comme ça que concluait le légiste, bien que, à notre connaissance, il n'y ait qu'une victime. En tout cas, par rapport à une famille de chasseurs, lui dit qu'il n'a jamais découpé aucun animal, le légiste pense le contraire. Au niveau de la découpe aussi, ce qui a été repéré par les légistes, c'est qu'il a fait preuve quand même d'une grande violence et d'une grande force, puisqu'il y a des os qui ont été sectionnés, et également une découpe avec des découpes symboliques, hein, les organes génitaux qui ont été découpés, l'anus qui a été découpé, le nombril, le cœur qui a été poignardé 4 fois en dehors de la poitrine, c'est-à-dire il a enlevé le cœur et il a poignardé après. Code P40, expertise du docteur Bertrand. Quand nous demandons à Monsieur Bureau pourquoi il a poignardé le cœur, il répond « Je l'ai fait bêtement ». Nous lui faisons alors remarquer qu'il avait employé le même adverbe à propos du doigt et que nous nous interrogeons sur le sens qu'il lui attribue, celui de « sans réflexion » ou bien de « bestialement ». Il répond « Je me demande si c'est vraiment moi qui ai poignardé ce cœur ». Et je lui ai dit, Monsieur Bureau, pourquoi vous avez découpé les 2 seins? Il me répond, je l'ai fait bêtement, il y en aurait eu 3, j'en aurais découpé 3. Donc, quelque chose de complètement absurde. Alors, on essayait de trouver le sens. La plupart des dépeçages, ils sont fonctionnels pour se débarrasser du corps, voilà. Mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Le message, c'est qu'en fait, c'est absurde, quoi. Et de façon à intriguer, quoi.
quoi, ou de façon à faire chercher un message aux légistes, aux magistrats, aux psychiatres, aux psychologues, un message qui n'existe pas. Mais l'intérêt n'est pas de livrer un message, l'intérêt c'est de faire chercher les autres. Et quelque part de dominer en quelque sorte. Parce que là, en faisant ça, c'est lui qui dirige. Comme l'objectif d'un hystérique dans une thérapie, c'est de ne pas aller mieux. C'est un objectif inverse. Donc plus il déconcerte, plus il sème l'incompréhension, plus il jubile. Dans cette affaire, au stade de la reconstitution, il demeure une inconnue. Le mobile d'Yves Bureau. Pourquoi a-t-il tué Édith Mur? Comme il ne reconnaît rien, eh bien les psychiatres ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Alors il y a plusieurs facteurs. Madame Mur était allemande. Le village, la petite ville qui est proche du hameau du Verdon s'appelle Mouledier. Et Mouledier est une petite ville qui a été une ville martyre au moment de la guerre, qui a été brûlée. Je crois qu'il y a eu énormément de victimes. Donc les Allemands dans ce coin, fermés, un peu reculés, je ne sais pas comment ils sont perçus. Madame Mur était très bien intégrée, ça se passait très bien, mais qu'en pensait Bureau, ça, personne ne le sait. D'autre part, il y avait peut-être, moi je pense qu'il devait avoir une attirance pour Madame Mur. Il a dû tenter un rapprochement, mais dans la violence, et elle l'a rejeté. Mais tout ça est très hypothétique parce que lui-même ne l'a pas dit. Code B51. Expertise psychiatrique du docteur Mokrani. Le passage à l'acte s'explique par un cumul de déstabilisation éprouvant la fragilité de la personnalité d'Yves Bureau. Cela a déclenché une libération pulsionnelle sous forme de comportement de violence archaïque, froide et méticuleuse, lui accordant une jouissance née de la maîtrise et de l'emprise totale sur une victime déshumanisée. Sans surprise, en première instance, Yves Bureau est lourdement condamné. Réclusion au criminel à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans. L'ancien conseiller municipal fait appel et il change d'avocat. Et puis moi va arriver dans mon cabinet une jeune femme qui est la fille de monsieur Yves Bureau et qui arrive dans mon bureau en étant totalement en pleurs et me demande d'assurer la défense des intérêts de son père en appel. Maître Christine Maz, avocate d'Yves Bureau. C'est difficile d'en parler avec elle parce qu'elle est extrêmement dans l'émotion et elle ne croit pas que son père ait pu faire un tel acte. Et très vite, je vais aller rencontrer Yves Bureau à la maison d'arrêt pour savoir réellement si je suis en capacité d'assumer la défense que je vais devoir prendre au regard de cette horreur commise et de l'homme que je vais devoir rencontrer. C'est en prison, dans une salle très, très petite, dans un parloir avocat, avec un monsieur qui se présente, ça aurait pu être mon grand-père. Il est pas très grand, il ressemble à monsieur tout-le-monde, il est plutôt sympathique. Et je le regarde et j'ai encore le souvenir d'avoir eu du mal à serrer sa main parce que cette main, pour moi, avait causé quelque chose de si difficile. Et je vais lui serrer la main avec une émotion que je n'avais jamais rencontrée avant. En touchant sa main, je touche la main d'un meurtrier, mais
dans des circonstances épouvantables. Si je suis capable de toucher sa main, je vais pouvoir le défendre. Ça a été un peu ce que j'ai ressenti à ce moment très étroit de cette rencontre où on n'est que tous les deux. Une fois passé ce cap, une fois la discussion qui va naître de cette première relation, oui, je vais pouvoir assumer la défense des intérêts d'Yves Bureau. Le cas Bureau, l'enfant du pays, fait encore parler. Beaucoup de villageois passent tous les jours devant la stèle en mémoire d'Édith et le procès en appel qui s'annonce semble avoir ravivé les souvenirs. La plaie, elle est toujours là, elle se refermera avec le temps, mais elle est très dure, quoi. Aujourd'hui encore, on n'arrive pas à s'expliquer. Autant le coup de folie, on va dire, que la persistance dans la négation de cet acte. Ce qu'il me montre à voir est un homme, je dirais pas normal, parce que les discussions que nous avons sont des discussions qui me laissent penser qu'il y a un gros problème. Quand nous parlons, il y a des choses qui vont pas, il y a des incohérences, il y a des moments d'absence. Il y a un homme qui raconte tout et n'importe quoi dans une histoire décousue, mais est-ce que dans le premier procès, on n'est pas passé à travers l'essentiel, c'est-à-dire la folie de Bureau? Parce que ça, c'est quelque chose qui, tout de suite, dans la conversation que j'ai avec lui, me saute aux yeux. Et nous allons découvrir, dans le cabinet du médecin généraliste d'Yves Bureau, d'un dossier psychiatrique qui n'avait pas été jusque-là mentionné et qui laisse penser qu'il y a eu des problèmes psychiatriques dans son enfance, où il aurait été hospitalisé à Pellegrin dans un service de psychiatrie pour des absences qu'il avait. Il tombait. Il avait des périodes d'absence récurrentes. Et ça a quand même été exploré par le nouveau psychiatre qui va venir avec ces éléments nouveaux, ne jamais véritablement explorés, va venir voir un peu ce que c'était. La nouvelle défense d'Yves Bureau a demandé une 3e expertise psychiatrique. Du fond de sa cellule, l'accusé multiplie les avertissements et clame son innocence. Tout ça, c'est du blabla. Maître Christophe Bayle, avocat du mari d'Édith Mur, souhaite avant tout que la victime ne soit pas oubliée dans ce nouveau procès. Je crains qu'il ne se mette en scène à nouveau, ce qui est une manière, encore une fois, d'humilier la mémoire d'Édith Mur, d'humilier la mémoire de la victime. Code B780. Expertise psychiatrique des docteurs Bonan et Seri. L'analyse du dossier et des pièces médicales de M. Bureau ne montre aucune pathologie médicale, en particulier d'ordre neurologique, susceptible d'avoir aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits qui lui sont reprochés. Nous n'avons retrouvé aucun élément contraire aux appréciations cliniques contenues dans les différents rapports d'expertise, qu'ils soient psychiatriques ou psychologiques. « 4 ans après le meurtre d'Édith Mur et son démembrement,
Yves Bureau est jugé en appel devant la cour d'assises de Bordeaux. La presse locale le surnomme le dépeceur de Dordogne. Lui nie tout. La défense d'Yves Bureau en deuxième cour d'assises est plus difficile parce que Yves Bureau n'accepte plus d'avoir commis les faits pour lesquels il va être jugé. Il est totalement dans le déni. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un d'autre que lui qui a commis cet acte. Il y avait une voiture noire qui était le jour des faits pas loin de Madame Mur, qu'il a pu la voir, cette voiture. Il reste beaucoup là-dessus. Et mon travail a été de lui amener les éléments petit à petit, sans rupture entre nous deux, parce qu'il fallait cette connexion pour nous permettre de vraiment travailler ensemble, de l'amener à être confronté à « Mais non, monsieur Bureau, regardez, vous me dites ça. Mais non, regardez ce que vous avez dit au moment où on va retrouver le corps démantelé de Madame Mur. Vous avez accepté de dire que c'est vous qui l'avez découpé. Vous avez accepté de dire que vous aviez jeté les morceaux de Madame Mur, ces morceaux humains, dans la mare, et ensuite vous êtes allé les rechercher. Donc, voyez, monsieur Bureau, cette voiture-là, c'est pas possible. Et il accepte avec moi, tranquillement, sur ce ton-là. Je voulais rentrer dans l'authenticité, je voulais pas qu'il me balade. Je le voyais, qui était en capacité de me balader. Il a des côtés pervers, hein. Il a des côtés manipulateurs, il a des côtés un peu sadiques. Je le voyais. Et quand je le voyais sur ce terrain-là, je le remettais devant moi. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il a voulu me balader, il n'y a pas réussi. Donc je le remettais vraiment devant ses responsabilités en disant « Monsieur Bureau, c'est inentendable. Écoutez-moi bien, c'est inentendable. Donc, soit vous me dites les choses, soit moi je m'en vais, je vous laisse, je vous abandonne. » Et il y avait ces moments difficiles, hein, comme ça. Hein. Donc, c'était pas une défense qui se fait... on n'est pas du tout dans la complicité. Hein. On est dans un rôle d'avocat distancié par rapport à un homme qui a commis l'horreur. Mais encore faut-il qu'il y ait un lien qui nous amène à le pousser dans ses retranchements et à le pousser aussi pour vraiment toucher du doigt la vérité pour pouvoir le défendre. Faites entrer l'accusé. Il acceptera de reconnaître qu'il a découpé en 9 morceaux le corps de cette femme et d'avoir jeté ces morceaux de corps dans une mare pour ensuite repêcher ces morceaux qu'il avait enveloppés dans un sac poubelle et de les disséminer dans un champ de manière totalement archaïque et totalement inexpliquée. Il n'avait jamais reconnu lors du premier procès d'assises. Il va le reconnaître lors du second, ce qui a été un moment épouvantable pour la fille et le fils d'Yves Bureau qui était là, qui n'avait jamais entendu ce père raconter ça. Je me rappellerai de ce moment où il m'a donné un coup sur mon épaule et puis il dit « Maître, c'est maintenant qu'il faut que je le dise. » Et il va nous livrer ça avec une espèce de cri qui sort de lui en racontant ça.
Et la fille d'Yves Bureau a été, je crois, s'est mise à crier. Enfin, ça a été un moment extrêmement difficile. Les jurés ont été saisis. Nous tous étions en tension extrême. Et le président a dû suspendre l'audience tellement l'émotion était intenable. Et que c'était pour nous tous, et même pour l'avocat que je suis, un moment intenable. Ça a été extrêmement difficile. En acceptant de reconnaître l'horreur de ses actes, il redevient humain. Parce que même si cet homme a commis l'horreur, il a été toute sa vie, un homme qui a été sans reproche. Il est vécu comme vraiment un type formidable, qui a bien élevé ses gosses, qui a été un bon mari, un bon fils avec sa mère malade. Après 5 heures de délibéré, Yves Bureau est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, comme en première instance, mais cette fois sans peine de sûreté. Voilà, c'était On Delattre raconte dans sa version psy. Rédaction en chef Guillaume Maury et réalisation aujourd'hui signé Mathieu Frette. Retrouvez On Delattre raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.